Merci beaucoup pour votre invitation et pour la qualité de cette journée qui est passionnante, en tous les cas jusqu'ici. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Alors je prends la parole en premier parce que je vais d'abord vous parler du LIP et puis ensuite je laisserai ma collègue Virginie Chailloux-Atrou vous présenter le projet Facile Europe, sachant qu'elle aurait pu aussi vous présenter le LIP puisqu'elle s'en occupe à Nantes Université. Mais nous nous sommes partagés la tâche ainsi et on va essayer de tenir notre programme et notre timing. Alors, on vous présente les deux parce qu'en fait, Facile Europe est une idée qui est finalement née de notre expérience dans le LIP, le laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe, pardon. Et avec donc deux projets qui sont à destination de l'enseignement secondaire pour le LIP. Et puis, Facile Europe est une déclinaison d'une partie de nos activités, mais à destination de l'enseignement primaire. Et vous allez vite comprendre pourquoi on est allé de l'un à l'autre. Alors, le LIP, en fait, c'est un projet donc, qui a été monté à Nantes Université, au départ dans le cadre du LabEx Aîné, écrire une histoire nouvelle de l'Europe que nous avions monté avec Sorbonne Université. L'encyclopédie Aîné existe d'ailleurs toujours, vous pouvez la consulter également. En fait, l'idée, c'était de vouloir finalement mieux valoriser les recherches qui étaient faites sur l'Europe dans le cadre de ce LabEx et dans le cadre du centre de recherche de Nantes Université en histoire. Donc c'est d'abord un projet qui est né par et pour des historiens. Et le but était finalement de mieux valoriser les recherches, de partir du principe que dans des programmes de recherche que nous avons à l'université, nous produisons aussi des connaissances. Et l'idée, c'était de permettre aux enseignants du secondaire de mieux s'approprier ces connaissances en développant des outils pédagogiques innovants. Alors, pas forcément des outils pédagogiques créés par des enseignants-chercheurs, mais créés également en collaboration étroite avec des enseignants du secondaire. Alors nous sommes dans une conception de l'histoire de l'Europe, je reprends le propos de Thierry Chopin, qui est une conception assez globale, on va dire, on va plus dans l'européanité, comme disait tout à l'heure Thierry, que dans l'européisme, même si à l'intérieur de ce LIP, on développe aussi des outils pour mieux connaître l'Union européenne, la citoyenneté européenne et d'autres choses, mais on est parti sur une conception très large de l'histoire de l'Europe, qui va, j'allais dire, qui couvre toutes les périodes et toutes les thématiques. Alors, il existe un site internet du LIP, vous avez ici une des pages de présentation, et donc le site du LIP, c'est la plateforme sur laquelle nous mettons nos ressources pédagogiques, et c'est la plateforme par laquelle nous faisons connaître nos travaux, mais je vais vous la présenter un petit peu plus en détail ensuite, sachant qu'il s'agit bien là de concevoir des produits et surtout de transmettre, c'est toujours l'idée de transmettre les connaissances produites vers l'enseignement secondaire et vers la classe. Alors, contrairement au projet très ambitieux et très intéressant de notre collègue irlandaise, contrairement ou non, nous avons vraiment l'ambition de mieux enseigner l'Europe dans la classe avec des outils pédagogiques qui vont venir aider les enseignants, notamment d'histoire-géographie, à enseigner l'Europe en classe. Alors des produits innovants, mais bien entendu, qui doivent coller au programme, qui doivent coller à l'enseignement en classe. On n'a pas pour but, j'allais dire, de sortir de la classe dans le LIP, on a au contraire pour but de mieux enseigner l'Europe en classe, mais avec des outils innovants. Alors vous avez ici quelques chiffres sur le LIP, parce que maintenant le LIP existe depuis quelques années, même si à cause notamment du confinement et de la crise sanitaire, on a un peu patiné entre 2020 et 2022, mais je dirais un peu comme tout le monde. Donc vous voyez qu'on a désormais plus de 200 ressources pédagogiques sur le LIP, pas mal de visites et de téléchargements, plusieurs milliers. On a aussi des capsules, vous verrez sur YouTube, qui marchent très bien. Et puis on a des programmes de recherche qui contribuent en nous amenant justement à les connaissances. Et puis une équipe d'enseignants du second degré qui travaille avec nous sur l'Académie des Pays de la Loire et à Nantes, avec une IPR d'histoire-géographie, Nathalie Dupré, ce groupe d'enseignants du secondaire qui est chargé
justement de produire notamment des dossiers documentaires ou des outils à utiliser en classe, sachant qu'on en produit aussi directement. Mais la méthode libre, c'est aussi de faire travailler ensemble des enseignants du supérieur et des enseignants du secondaire. Puis on a aussi beaucoup de partenaires qui permettent de relayer nos productions. Vous le savez tous, quand on fait des choses dans le domaine de l'enseignement, c'est souvent très compliqué de communiquer sur ce que l'on a ou sur ce que l'on fait. Je me souviens déjà il y a 20 ans, quand on parlait de ces problèmes-là avec des enseignants du secondaire, on constatait déjà la très grande richesse des projets mis en place pour mieux enseigner l'Europe. Ce que nous a montré notre collègue irlandaise en est à nouveau la preuve, mais la difficulté aussi de faire connaître toutes ces initiatives, et d'ailleurs souvent d'excellents programmes qui se sont développés, qui sont nés et qui sont morts aussi, et dont on n'a plus trace parce qu'il n'y a peut-être pas justement une grande banque de données qui permettrait de rassembler les productions effectuées. Alors, donc, les institutions partenaires, vous en avez ici quelques-unes de très connues, comme l'UMNI, la plateforme de France Télévisions, Euradio, qui est aussi une radio qui a été créée à Nantes, mais qui a pour objectif de parler d'Europe sur les territoires. Et il y a maintenant des antennes de radio dans plusieurs villes françaises et européennes. Il n'y en a peut-être pas encore à Pau, mais peut-être un jour. Et c'est une radio qui cherche justement à faire de l'Europe sur les territoires, et on fait des productions également avec eux, notamment pour tout ce qui est son et radio. On trouve aussi sur l'UMNI les productions et notamment les capsules et les facilitations graphiques que l'on peut faire dans le cadre du LIP. Alors la méthode LIP, on l'a résumée ici, je vous rappelle toujours la même chose. On part à la base de programmes de recherche qui nous donnent, comme par exemple le LabEx Aîné ou un centre ou un laboratoire, qui finalement travaille sur les questions européennes, qui a un souci de valoriser ses travaux vers l'enseignement secondaire. On réunit des professionnels de l'éducation parce que, pour faire des productions pour les enseignants du secondaire, on considère que ce sont les enseignants du secondaire les mieux placés pour les produire et pas les enseignants du supérieur. Et puis ensuite, on valide conjointement les choses, et surtout avec le souci aussi de toujours faire concilier les recherches universitaires et les programmes du secondaire. Parce qu'on sait très bien que les programmes, certes, on peut s'en échapper, mais pas trop quand même. Donc il faut quand même rentrer dedans. Donc on a tout un travail, notamment avec les IPR, où on essaie de voir, dans le programme de recherche, dans ce qui a été construit, comment on rentre ça dans les programmes du secondaire et comment on produit des capsules ou des productions qui vont permettre d'enseigner dans le cadre du programme. Et donc, en gros, de ne pas perdre de temps pour le programme. Donc, on essaye de réunir les deux et de valider en conjointement, finalement, ce qu'on va garder du programme de recherche pour le mettre en ligne ou pour faire une production. Et puis ensuite, on passe par différents partenaires techniques. Soit on fait nous-mêmes. Vous verrez que Virginie Chailloux est devenue une grande spécialiste de la facilitation graphique. Donc, soit on fait nous-mêmes, on fait aussi des émissions radio, on fait des capsules vidéo, on a aussi des moyens techniques à l'université qui nous permettent de le faire avec des services techniques, soit on fait faire par d'autres quand on a de l'argent, parce que faire par d'autres, ça coûte de l'argent, et forcément, là, on atteint vite les limites de notre programme en termes financiers, mais souvent, les programmes de recherche, quand ils ont un peu d'argent, participent au financement. Je regarde ma montre pour voir où j'en suis. J'ai encore un peu de temps pour vous parler du reste. Donc, une fois la production faite, on la met sur le site web, puisqu'elle est en libre accès pour tous les collègues qui veulent s'en servir. Ça peut être aussi des productions vers les étudiants de l'enseignement supérieur, notamment quelques cours en ligne que l'on a également sur la plateforme. Ça peut être également des productions pour les élèves, mais en général, c'est plutôt destiné aux enseignants. Pour qu'ils enseignent mieux les choses, même si après, le produit peut être fini pour des élèves, mais on essaie toujours de passer par les enseignants. C'est aussi un peu notre méthode. Alors sur le site, vous verrez, il y a 4 activités principales que l'on essaie de développer avec nos moyens. Alors il y a les ressources pédagogiques, vous voyez là en bleu, c'est les ressources que l'on produit bien entendu. On fait ici des formations en pédagogie innovante, notamment autour de la facilitation graphique, et on essaye de former au maximum des enseignants. On fait des formations dans le plan de formation du rectorat, etc., dans notre académie pour ça, et on essaye de s'élargir au maximum. On est aussi dans l'aide à la création d'outils pédagogiques, parce qu'on a des méthodes, donc on peut aider à monter des choses. Et puis on fait, comme je vous l'avais dit, des cours en ligne. On a quelques cours, notamment pour le supérieur, ou des cours aussi qui peuvent servir à des enseignants
pour actualiser leurs connaissances. Un autre des problèmes des questions européennes, c'est souvent leur technicité, ou en tout cas leur difficulté qui freinent les enseignants, parce qu'on n'a pas assez de formation continue, bien sûr, dans nos domaines, et donc souvent, c'est compliqué de se renseigner, donc ces cours en ligne permettent d'avoir des renseignements. Alors, après, souvent, notamment sur les institutions, les politiques européennes, les choses évoluent rapidement. Donc, il y a aussi le problème de réactualiser nos ressources. C'est toujours une difficulté. Mais en tous les cas, on essaye de le faire au maximum. Alors, les ressources pédagogiques, vous avez ici toute une série d'exemples. On essaye de faire les ressources les plus larges possibles, en tous les cas d'avoir pas mal de types de ressources possibles. Vous avez ici plusieurs exemples. Ça peut passer d'un dossier pédagogique jusqu'à des capsules audio, des capsules vidéo. On fait beaucoup de capsules audio pour radio en anglais, notamment pour les classes européennes. Alors c'est sur un format court de mini-émissions de radio, mais qui ensuite peut être écouté par les élèves pour l'apprentissage également de l'anglais. C'est très bien pour les classes européennes, par exemple, mais également pour d'autres. On essaye de faire des expositions virtuelles. On essaie aussi de concevoir des mallettes pédagogiques, là aussi, que l'on peut mettre en ligne. On en a fait une sur les migrants, sur l'accueil des migrants. On va en faire une bientôt sur la paix en Europe. Donc, vous voyez, à chaque fois, avec des programmes de recherche qui travaillent sur ces questions. Puis avec aussi le souci de s'élargir. Alors, on a de l'histoire, on fait aussi un peu de géographie, maintenant on a du droit. Enfin bon, on essaye d'élargir nos approches scientifiques, même si notre fonds de commerce, ça reste quand même de l'histoire, puisque c'est là que l'on a nos spécialités. Et puis, il y a d'autres choses que l'on aimerait faire, comme les visual maps. Puis, on a aussi pas mal de facilitation graphique, puisque c'est devenu l'une des spécialités du LIP grâce à Virginie, mais qui vous en reparlera tout à l'heure dans un autre cadre. Donc, comme je vous l'ai dit, ces ressources pédagogiques sont gratuites et en ligne à disposition de tout le monde. On essaie aussi, notamment dans les dossiers pédagogiques que l'on met en ligne, de donner des exemples de production d'élèves, alors qui sont plus ou moins réussis, mais on fait le pari de montrer quelles sont les productions des élèves, notamment pour donner aux enseignants des exemples et avec aussi des méthodes d'évaluation, etc. Enfin, on essaie d'imaginer une séquence pédagogique entière. Alors, vous avez ici, par exemple, on n'aura pas le temps de la voir, mais je vous conseille d'aller voir sur le site. C'est une petite vidéo, une petite facilitation graphique qu'on avait fait sur la citoyenneté européenne à partir d'un travail de recherche que j'avais effectué. Mais on a de multiples ressources et un simple exemple. Vous avez d'autres ressources possibles et sur des choses très éloignées, on va dire, de l'Union européenne, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur des choses très larges. Donc on a des choses sur les migrations, sur des périodes historiques très variées. On a fait aussi pas mal de choses sur les questions de traite, d'esclavage. On est aussi dans un laboratoire en histoire à Nantes qui travaille beaucoup sur l'Europe et son rapport au monde. Donc, du coup, des choses sur la colonisation, sur des choses très, très variées. Alors là, là aussi, on n'a pas le temps de l'écouter parce qu'on est un peu serré par le temps, mais c'était un exemple de ces émissions radio que l'on fait avec Euradio, Europe in a Soundbite, qui était consacrée là au contrôle aux frontières, avec une juriste d'ailleurs. C'était à la base un travail d'une juriste, Sarah Casella. Et donc, on a comme ça une multiplicité d'exemples d'outils divers et variés. Voilà, alors vous avez ici l'adresse du site, vous pourrez aller voir sur le site, mais on ira peut-être également voir, on a les ateliers cet après-midi, on va animer un atelier, on va surtout le consacrer à la facilitation graphique et au travers des exemples de Facile Europe, mais on montrera aussi des exemples autour du LIP, donc on va garder nos exemples pour cet après-midi et pour les ateliers, et je vais tout de suite passer la parole à Virginie qui va vous présenter l'autre projet que nous animons, Facile Europe pour le primaire. Merci. Merci Michel, merci pour cette invitation. Nous sommes ravis effectivement de venir présenter ces deux projets portés par Nantes Université. Alors juste Michel, j'ajouterai pour le LIP et pour les enseignants qui sont présents ici que lorsque vous naviguez sur le site du LIP, il y a une présentation qui vous permet d'aller par niveau. Donc je suis enseignant en 4e, qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver comme ressources? Également par thématique.
Hein, je veux travailler sur les religions, sur les migrations, voilà. Et puis par type de ressources. Donc je veux travailler avec la facilitation graphique, je vais pouvoir aller rechercher des outils sur la facilitation graphique. Et puis juste encore une dernière précision sur le LIP. Tous les ans, en tout cas depuis 2 ans, le LIP organise un concours. Et cette année, donc on fait effectivement travailler les enseignants et leurs élèves à produire des petites vidéos de facilitation graphique, en tout cas des choses assez visuelles dans la communication. Et cette année, le thème, c'était l'Europe et la paix. Donc vous imaginez bien qu'on a eu beaucoup de choses, et donc avec des lauréats qui sont récompensés en fait tous les ans. Et ces petites vidéos, elles sont en ligne également sur le site du LIP pour valoriser les travaux des élèves. Voilà, donc en fait, lorsqu'on présentait les activités du LIP à un auditoire d'enseignants, on avait beaucoup de retours d'enseignants du premier degré qui nous disaient qu'eux, ils se trouvaient finalement assez éloignés de ces questions-là, qu'ils se trouvaient éloignés aussi des chercheurs. Hein, les enseignants du second degré ont souvent des contacts avec l'enseignement supérieur. Pour les enseignants du premier degré, c'était plus difficile. Et donc une forte demande de pouvoir venir à eux et travailler avec eux sur ces questions européennes qui sont, vous imaginez bien que c'est compliqué dans le secondaire, donc c'est encore plus difficile d'aborder ces questions dans l'enseignement primaire. Donc fort de l'expérience du LIP, on a effectivement déposé un projet qui s'appelle Facile Europe, enseigner l'Europe aux primaires avec la facilitation graphique, je vais y revenir, et qui donc a été lauréat de l'action Jean Monnet en Teacher Training, donc en formation, avec une note dont on est assez fiers, donc on l'affiche, hein, de 97 sur 100. Voilà, et donc un projet qui est cofinancé, hein, donc porté par Nantes Université et cofinancé sur 3 ans par la Commission européenne. Alors, l'historique du projet, c'est qu'on a d'abord aussi essayé de faire un petit audit, alors sur plus d'une centaine d'enseignants, pour évaluer un peu le terrain dans lequel on allait se lancer. Et donc, on leur a demandé de s'auto-évaluer sur le niveau de formation. Et donc, que 0,6% ont répondu qu'ils avaient un niveau de formation qu'ils considéraient comme très bon. La fréquence à laquelle l'histoire de la construction européenne est abordée en classe, jamais, on a eu quand même plus de 24%. Donc voilà. Le niveau de connaissance des élèves, hein, vous voyez qu'on a quand même une grande majorité de réponses qui vont vers le mauvais. Et puis, 6 enseignants sur 10 pensent qu'aborder l'Europe en classe de primaire est à la fois essentiel, mais compliqué et surtout abstrait. Alors c'est parce que c'est abstrait qu'on a voulu justement mettre du concret avec de la facilitation graphique. Et donc les raisons pour lesquelles l'Europe est rarement abordée en classe de primaire, alors il y a le manque de temps, le niveau des élèves, des sujets éloignés du quotidien des élèves aussi. Effectivement, quand on parle de citoyenneté européenne, nos élèves de primaire en France, ils ont déjà du mal à savoir ce que c'est que d'être citoyen français. Hein. Quand on parle de migration avec eux, ils ont déjà du mal à savoir où ils se situent dans le monde. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont revenues sur la table. Le manque d'outils pédagogiques, et puis, on l'a beaucoup évoqué ici, hein, un sujet qui est absent des programmes. Alors, on voit bien que pour le second degré, on a des entrées possibles. Pour le primaire, ça se complique. Hein, et ce qui revient beaucoup de la part des enseignants, c'est oui, moi je veux bien traiter de ces questions-là, mais où est-ce que je vais pouvoir l'intégrer dans le programme? Est-ce que ça va être accepté par ma hiérarchie et comment ça se passe? Voilà. Et puis effectivement, un manque de connaissances, donc c'est ce qu'on disait, hein, un contact qui ne se fait pas ou se fait difficilement avec les chercheurs et avec une historiographie renouvelée. Alors, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve effectivement une méthode, quelque chose qui rende attractives ces questions et qui nous permette aussi de parler de choses assez abstraites, assez éloignées du quotidien des élèves, de façon ludique et pédagogique. Et donc, on avait déjà expérimenté dans le cadre du LIP la facilitation graphique. Alors, très rapidement, vous verrez cet après-midi dans l'atelier, on va en faire un peu avec vous, mais l'idée, c'est en fait de développer une méthode qui permet d'accompagner un processus d'apprentissage, donc avec un gain très très important en termes notamment de compréhension et de mémorisation, et puis aussi un processus de transmission où on va utiliser des éléments de langage visuel comme des pictogrammes, des sigles, des liens, des formes, des personnages, des dessins en fait, hein, pour donner à voir et donner du sens. Donc on a créé tout un tas de vocabulaire visuel, hein, vous voyez à côté une petite planche sur la citoyenneté européenne, hein, donc des petits pictogrammes, pour effectivement accompagner notre projet. Les avantages de la facilitation graphique, très rapidement, capter l'attention en respectant le fonctionnement du cerveau, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Dynamiser effectivement un cours, lorsqu'on parle d'Europe, on a effectivement besoin d'insuffler cette dynamique, fédérer autour du sujet, favoriser la participation
et l'inclusion, puisque la facilitation graphique permet par exemple d'inclure des élèves allophones, de pouvoir se comprendre dans différentes langues, et puis également d'inclure des élèves qui tout simplement ont des difficultés autres que la compréhension, des difficultés avec la langue française, dans l'écriture, des dyslexies, etc. Donc une méthode qui est extrêmement inclusive. Donner du sens aux informations, quelque chose d'abstrait, la citoyenneté européenne, en venant dessiner, on va vraiment aller au cœur de la notion et donner du sens. Favoriser aussi la remédiation, voir directement ce qu'ont compris nos élèves, avec quelque chose de visuel. Et puis, stimuler la réflexion. Et enfin, c'est très important, je pense, lorsqu'on veut fédérer nos élèves et nos étudiants, c'est stimuler et développer la créativité et l'imagination. Donc, les enjeux et les objectifs de ce programme, c'est bien faciliter l'enseignement et la compréhension des questions européennes auprès des élèves du primaire, en proposant des méthodes de transmission dites innovantes, avec 3 objectifs. Proposer une formation scientifique, on va y revenir, sur les grands enjeux contemporains de l'Union européenne. Alors on a choisi 3 thèmes, la citoyenneté européenne, l'environnement en Europe et les questions migratoires en Europe. Deuxième objectif de Facile Europe, c'était former les professionnels de l'éducation à cette méthode innovante qui est la facilitation graphique pour pouvoir parler d'Europe. Et puis, dernier objectif, concevoir et mettre à disposition des enseignants une mallette pédagogique adaptée à leurs besoins. Vous allez voir que là aussi, on est dans de la co-construction. Et adaptée aux élèves avec des outils qu'on peut directement projeter en classe, un petit peu ce qu'on fait évidemment dans le LIP. Rapidement, nos thèmes et nos sous-thèmes. Donc, les étapes de la construction de l'Union européenne, être citoyen, citoyenne européenne, l'accession, les droits et les devoirs, les institutions européennes et leur fonctionnement, tout ça pour le premier degré. L'environnement en Europe, donc la politique environnementale de l'Europe, la préservation de la biodiversité et la notion de développement durable. Et puis sur les questions migratoires, la définition et l'histoire des migrations en Europe, donc là aussi avec une profondeur historique, les différentes catégories de migration et la politique du droit d'asile en Europe. Toujours dans la même dynamique que celle du LIP, une méthode, et c'est très important, de co-construction, c'est-à-dire qu'on part du travail des chercheurs, d'une notice scientifique, et ensuite on travaille avec des enseignants référents. Donc, vous allez voir, on en a sur 4 académies, l'académie de Nantes, l'académie de Clermont-Ferrand, de Limoges et un département ultramarin avec la Réunion. Et là aussi, c'était très important d'inclure dans ce programme un département ultramarin. Comment est-ce qu'on se sent européen quand on habite à 10 000 km de la France et du territoire européen? Donc, dans ces 4 départements, nous avons des enseignants référents relais avec qui on travaille pour traduire la notice scientifique, la rendre effectivement intelligible pour les élèves. Et là, il y a un très gros travail à faire pour les élèves du premier degré. Élaborer des fiches pédagogiques que l'on va publier effectivement dans la mallette. Expérimenter aussi les séances en classe, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, évidemment, ensuite, on diffuse ces ressources au sein de la mallette avec cette possibilité d'avoir des retours d'expérience et des partages et des repartages de ce qui a été fait. L'objectif, c'est effectivement, à la fin du projet, qui se termine en décembre 2024, d'avoir une mallette pédagogique complète et d'avoir environ 1200 utilisateurs, en tout cas dans les enseignants qui seront référents sur ce projet. Très rapidement, pour vous montrer qu'on est entouré d'une équipe de chercheurs, puisque moi je ne suis pas spécialiste de la citoyenneté ni de l'environnement en Europe. Donc Michel Catala qui est notre référent citoyenneté, et puis ensuite des référents environnement. Donc plusieurs chercheurs et des référents également sur la question des migrations. Moi j'interviens simplement sur la question des migrations à La Réunion, donc sur un département ultramarin. Une équipe également d'enseignants référents, donc des enseignants de premier degré, professeurs des écoles, et puis également des conseillers pédagogiques. Et puis également des partenaires comme Canopé, comme le pôle audiovisuel et multimédia de notre université, Maison de l'Europe, et puis notre partenaire également de toujours pour le LIP, qui est Euradio, et qui nous aide à créer des capsules audio également pour les classes, évidemment les rectorats, les centres de développement pédagogique comme celui que nous avons à l'université. L'objectif numéro 1, c'est donc de la formation. Et voici donc ce que peut comprendre 2 jours de formation que nous allons donc diffuser sur l'ensemble des 4 académies partenaires, mais également en e-learning accessible sur toute la France. Donc effectivement des conférences scientifiques que nous avons voulu extrêmement réduites, c'est-à-dire que ce sont des tout petits groupes pour pouvoir vraiment échanger avec les chercheurs, dialoguer et rendre accessible la recherche.
Et puis, en fin de journée, une présentation pédagogique par les enseignants référents de cette mallette, c'est-à-dire une prise en main de la mallette. Le deuxième jour est vraiment consacré à la formation pédagogique et à l'apprentissage du vocabulaire visuel, et notamment du vocabulaire spécifique sur l'Europe, sur les questions européennes, pour pouvoir mettre à profit, traduire de manière graphique ce qui a été appris la veille. Alors, si ça fonctionne, je vais vous mettre le petit teaser. Ça vous donne une idée de comment se passe une formation. Voilà, donc des formations assez dynamiques où en fait on fait vraiment travailler les enseignants pour acquérir ce vocabulaire visuel, pour adapter ce qui a été dit par les chercheurs et pour pouvoir être opérationnel dans la classe dès le lendemain de la formation. Et puis, je vous disais, notre autre objectif, c'est effectivement une mallette pédagogique qui est en cours de construction et qui sera disponible et complètement terminée à la fin du projet, c'est-à-dire en décembre 2024, puisque là, on s'est heurté à des difficultés beaucoup plus grandes que celles rencontrées dans le cadre du LEAP, puisque, on le disait tout à l'heure avec notre collègue irlandaise, c'est vrai que nous, on est à l'université, on n'a pas forcément toujours les notions de ce qui se passe sur le terrain, et on se disait finalement que de faire de l'Europe du laboratoire à la classe sur les questions européennes au primaire, ça allait être presque aussi facile que de le faire dans le secondaire. Et là, on a eu tout de suite des freins de la part des enseignants du premier degré. D'abord, qui nous ont dit il y a cette question des programmes, qui est très prégnante et qui se pose vraiment avec beaucoup plus d'acuité pour les enseignants du premier degré. Et puis, l'autre question, c'était de réussir à aller au cœur des notions et d'avoir une compréhension de la part de l'ensemble des élèves. Et donc, on a travaillé sur cette mallette pédagogique et pour l'instant, je dois être très, très honnête, on a beaucoup travaillé sur les prérequis. C'est-à-dire qu'on a dû créer des petites capsules vidéo, des petits jeux, des jeux de cartes, tout d'abord pour, je le disais tout à l'heure, tout simplement que l'élève puisse se situer dans le monde, situer l'Europe territoriale, puis l'Union européenne et toute sa complexité, et revenir ensuite à son territoire à lui, c'est-à-dire sa classe, sa ville, son département, sa région. Donc pour pouvoir parler de citoyenneté européenne, on a dû d'abord également faire une petite vidéo sur la citoyenneté française. Qu'est-ce que ça me donne comme droit et comme devoir pour pouvoir ensuite venir superposer cette citoyenneté qui est donc une citoyenneté seconde. Donc on a développé à chaque fois des entrées pour les enseignants avec des ressources pour les enseignants où on retrouve finalement le travail du chercheur, l'essence même de ce qu'on développe ensuite. Donc des notices scientifiques, les conférences filmées des chercheurs que l'on dispense dans les formations, des fiches pédagogiques, c'est-à-dire un déroulé de séquences, une bibliographie renouvelée pour toujours effectivement être, c'est l'avantage du numérique et d'un site web, c'est qu'on peut effectivement renouveler ce qui se fait avec une espèce de veille scientifique, des retours d'expérience, et puis on essaye de mettre des données officielles du programme pour inciter les enseignants à s'emparer de ce que l'on fait et à être tout à fait apaisés par rapport au fait que ça va bien rentrer dans leur programme et puis surtout essayer de les orienter vers l'éducation civique où effectivement on a beaucoup de choses à faire, sachant qu'on a choisi 3 thèmes qui étaient quand même des thèmes qui nous paraissaient facile à travailler en classe. La question de l'environnement, c'est vrai qu'avec les élèves, on voit que ça passe très très bien. Les questions migratoires, on travaille sur des territoires diversifiés avec beaucoup d'élèves qui sont issus de l'immigration. Là où c'est un peu plus complexe, c'est effectivement lorsqu'on parle de citoyenneté européenne et sur les institutions européennes. Donc dans cette mallette, on a également un volet élèves avec des extraits d'articles scientifiques qui ont été effectivement simplifiés, mais pour ne pas les désolidariser, les déconnecter de la source d'information et de la recherche, des outils pédagogiques, des petites vidéos de facilitation graphique très simples, on vous en montrera lors des ateliers,
Et puis après, des jeux de cartes, des livrets, des exercices à réaliser. Et puis là aussi, des réalisations d'élèves pour montrer comment on peut passer d'un article scientifique un peu complexe à un exercice, une production d'élèves qui finalement montre qu'ils ont bien intégré l'ensemble des notions. Alors si j'y arrive, je vais essayer de vous faire juste naviguer très rapidement. Et puis Mathieu, je m'arrêterai là. Donc vous voyez, on a les 3 entrées, citoyenneté européenne, environnement en Europe et migration en Europe dans cette mallette. Et si je clique là-dessus, je vais avoir, alors par exemple, je vais faire l'Union européenne et la protection de l'environnement. Et j'ai donc les ressources pour enseignants. Donc la notice scientifique, qui a été donc rédigée par Charles-François Matisse, un professeur à Sorbonne Université. La fiche pédagogique, je ne l'ouvre pas, mais vous verrez qu'elle est effectivement construite et validée donc, par les inspecteurs, donc tout à fait applicable directement en classe. Et puis ensuite, les outils exploitables en classe. Donc on a mis le texte simplifié et accessible également aux élèves dyslexiques. Un jeu de cartes à imprimer, qui utilise la facilitation graphique, et une petite vidéo de facilitation graphique qui traduit finalement l'article scientifique du chercheur, des ressources pour élèves à venir et des retours d'expérience à venir, puisque effectivement cette mallette, comme je vous le disais, elle est en cours de construction. Mais vous pourrez naviguer sur ces 3 entrées et à chaque fois on a commencé à y mettre du contenu. On en arrive à la partie... non, mais comme on a un peu de temps cet après-midi, on pourra donc effectivement diffuser des ressources et des capsules, et vous verrez ce que ça donne, une petite vidéo de facilitation graphique où on voit en fait sous les yeux se dessiner les éléments, donc ça capte vraiment l'attention des élèves, et surtout c'est un outil dont ils peuvent aussi s'emparer. C'est-à-dire qu'eux aussi vont pouvoir dessiner, le droit de vote, c'est quoi? Ils vont pouvoir dessiner un petit personnage qui est en train de voter, et tout ça va s'ancrer dans leur mémoire et beaucoup plus facilement que si on leur produisait des grands textes à rallonge. Voilà, donc un tout petit espace de questions s'il y en a pour Michel et moi. Merci. Merci beaucoup.